Bien, bonsoir. Je vais essayer à travers ce petit exposé de vous donner une idée de ce que c'est que les robots, comment ça fonctionne un robot, qu'est-ce que c'est que la robotique. Évidemment, Star Wars sera un peu en filigrane dans mon exposé. Il servira de prétexte pour introduire un certain nombre de choses. Et à la fin de l'exposé, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Je vais d'abord essayer de voir avec vous qu'est-ce que c'est qu'un robot, mais en racontant un peu la petite histoire, comment les robots ont été conçus, pourquoi, et qu'est-ce que finalement on a réalisé au début de la robotique comme fonction, comme système. Ensuite, nous allons explorer les grandes fonctions des robots. Qu'est-ce qui fait un robot? Qu'est-ce qui caractérise un robot? Finalement, quelles sont ses capacités? On verra donc la perception, la prise de décision, l'action, le mouvement, la communication, l'apprentissage, des mots que nous utilisons aussi pour les humains, bien évidemment. Mais nous allons voir comment on les réalise, comment on les conçoit pour les robots. Et puis finalement, je conclurai à travers un petit panorama d'applications de robots actuels ou à venir. Alors, la robotique a commencé en réalité il y a une quarantaine d'années, à la fin des années 50 et au début des années 60. La robotique à l'époque, ce n'était pas du tout les robots de science-fiction, comme on voit justement dans Star Wars ou dans d'autres films de science-fiction. Elle avait un objectif très particulier, qui n'était pas un objectif de rêve, mais plutôt un objectif tout à fait pratique. Et cet objectif, eh bien, c'était tout simplement la productivité industrielle. Et c'est encore, d'ailleurs, un objectif et une réalisation d'aujourd'hui. Alors, vous voyez ici le premier robot qui s'appelle Unimate, qui a été construit par une société qui s'appelle Unimation, et qui était construit effectivement pour aller dans l'usine, pour travailler dans l'usine, c'est-à-dire pour peindre, pour prendre des objets chauds par exemple, pour faire du soudage. Et aujourd'hui, sur la plupart des chaînes de construction de voitures, on voit des robots de ce style-là qui fonctionnent. Et qui fonctionnent d'une manière quotidienne, 24 heures sur 24, pour des tâches répétitives, précises, et qui finalement produisent les voitures que vous conduisez tous les jours. Mais à la même époque, il y avait aussi d'autres visions de la robotique, d'autres objectifs. Et en particulier, on a commencé à regarder des engins de ce type-là, où le robot n'était qu'un engin mécanique, c'est l'homme qui le conduit, qui le télécharge, qui le pilote. On a développé des systèmes de marche. Voilà les robots qui sont entrés dans l'usine après, pour faire de la peinture, de la soudure. Des robots on a commencé à y regarder des robots qui vont sur les planètes. Donc ça, c'est au fur et à mesure de l'évolution de la robotique qui a tourné le dos un peu aux applications industrielles et qui a regardé, parce que finalement, les applications industrielles, les usines, l'assemblage, etc., finalement, c'était relativement réalisé. Ça fonctionnait dans les usines d'une manière satisfaisante et la recherche a pu regarder des aspects beaucoup plus difficiles qui amènent des robots à interagir avec un environnement qui n'est pas du tout préparé pour eux, comme dans l'environnement industriel. Et dans les années 70, le premier projet de robot mobile autonome, c'était le projet Shaky, au SRI, à Stanford Research Institute. C'était Shaky, il s'appelle parce que, comme vous voyez, quand il s'arrête, il bouge un peu comme ça, il oscille. Donc c'était le premier robot pour lequel on voulait étudier les fonctions d'intelligence, d'autonomie.
Bien sûr, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des calculateurs embarqués. On communiquait avec un ordinateur éloigné, un gros ordinateur. Néanmoins, l'objectif était vraiment d'étudier toutes les fonctionnalités d'autonomie du robot, celles qu'on va voir et celles qui caractérisent finalement les robots de science-fiction. Alors, en France, dans les années 70, à la fin des années 70, on a aussi commencé un projet de robot mobile autonome, et c'est celui que vous voyez, c'est le robot Hilar, le premier robot français. Ce robot, vous pouvez aujourd'hui le voir au musée des Arts et Métiers, donc ici à Paris, puisqu'il date de la fin des années 70 et maintenant donc c'est un objet de musée. Alors l'objectif ici, c'était d'essayer de faire se déplacer ce robot de manière autonome, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, dans un environnement qui était relativement simple à l'époque, donc c'était des parois verticales, où il doit se déplacer d'un point à un autre en évitant les obstacles. Donc il faut qu'il perçoive ces obstacles pour qu'il puisse les éviter. Alors aujourd'hui, bien sûr, le premier robot venu est capable de faire ça, mais à l'époque, on ne savait pas très bien comment il fallait faire, et donc ce sont les premières études, le balbutiement finalement des fonctionnalités qu'on a voulu ensuite mettre dans les robots. Les robots, naturellement, ne devraient pas fonctionner dans des environnements aussi simples, ne devraient pas faire simplement des déplacements, des évitements d'obstacles. Ça, c'est une fonction essentielle, mais ce n'est pas la fonction unique. Donc, l'étude des robots l'étude des robots, après cette première phase historique, a pu aller explorer des fonctionnalités beaucoup plus avancées qui font un robot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un robot? Essayons de voir les différentes fonctions, et finalement, ces différentes fonctions sont aussi celles qu'on voit dans les robots de Star Wars, mais on les voit et on les interprète d'une manière qui nous est relativement naturelle, parce qu'on compare toujours à soi. On a toujours cette tendance anthropomorphe quand il s'agit de robots. Mais ce n'est pas tout à fait faux. Un robot, c'est effectivement une machine qui a été conçue pour grande partie pour avoir des fonctions qui sont des fonctions qui existent chez l'homme et qui sont des fonctions cognitives chez l'homme. Alors, la première fonction, quand on réfléchit, c'est la perception. Percevoir, apprendre son environnement, comprendre son espace, c'est la première fonctionnalité que devrait posséder une machine, mais je dirais aussi un être vivant, qui doit se déplacer, interagir avec son environnement. S'il ne le perçoit pas, il ne pourra pas le comprendre. Il serait réduit à simplement des actions réflexes, donc ce que font des organismes relativement primitifs. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut un robot, on veut étudier un robot qui sache se déplacer, agir et fonctionner dans son environnement d'une manière efficace. La deuxième fonction à laquelle on peut penser, c'est l'action, le mouvement. Aux origines de l'intelligence artificielle, dans les années 50 et 60, on a pensé que le problème principal, c'était le raisonnement. Le problème difficile, c'était le raisonnement, justement en s'inspirant un peu du fait que chez les humains, le problème difficile, c'est le raisonnement, et les autres problèmes, par exemple prendre une bouteille, servir un verre d'eau, ce sont des actions relativement simples, n'importe qui est capable de les faire. Eh bien, quand on a essayé de voir comment on réalisait ça sur une machine, sur un robot, on s'est aperçu que c'était à peu près le contraire, qu'on savait relativement bien réaliser des fonctions de raisonnement, mais dans un cadre relativement limité. Par exemple, aujourd'hui, on sait réaliser des machines qui jouent aux échecs et qui battent des champions du monde. Donc, ces machines utilisent des méthodes de raisonnement, mais elles ne sont pas capables de raisonner sur n'importe quoi. Elles raisonnent dans un monde bien restreint qui est le jeu d'échecs.
parce qu'il est bien modélisé et on sait réaliser ça. En revanche, si on veut que le robot, pour le même jeu d'échecs, déplace les pièces d'une manière élégante et adroite sans faire tomber les autres pièces, qu'il éventuellement aussi appuie sur la pendule, etc., eh bien, ou bien qu'il se déplace simplement pour aller s'asseoir pour jouer aux échecs, eh bien ça, c'est une capacité qui est beaucoup plus difficile à réaliser et qui est toujours en cours d'étude. C'est le mouvement. Et le mouvement n'est pas tout seul, bien sûr, c'est le mouvement avec la perception. C'est l'intégration des deux. La troisième fonction, donc, c'est celle que j'ai évoquée il y a quelques minutes, c'est la décision. Décider, c'est aussi anticiper les conséquences de ses actions. C'est aussi réagir aux événements, donc les analyser. Cette fonction est la plus difficile peut-être à illustrer d'une manière visible. Elle sera toujours sous-jacente aux autres activités du robot. Dans mes différentes illustrations, on la verra relativement peu. Elle n'est pas tangible, mais elle est toujours là, elle est toujours sous-jacente. Et cette capacité de décision est naturellement essentielle. Sans décision, il n'y a que de la réaction, que de l'action réflexe, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de cognition. Est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'avec ces trois fonctions, on a défini suffisamment la machine robot? Il perçoit, il agit, il décide, il anticipe, et donc il réfléchit. Est-ce qu'il manque quelque chose? Eh bien, oui, il manque quelque chose. Ces deux choses qui manquent d'ailleurs, aussi on peut les mesurer, on peut les comprendre en comparant justement à l'homme. Tout d'abord, il y a l'apprentissage. Le robot n'est pas programmé a priori pour savoir faire tout ce qu'il exhibe comme capacité. Sinon, il serait limité, répétitif, et n'aurait pas de possibilité de s'adapter à un environnement changeant, n'aurait pas la capacité de réaliser des fonctions nouvelles qu'il n'avait pas, que le programmeur n'avait pas prévues. Donc l'apprentissage est une fonction essentielle, extrêmement difficile à réaliser d'ailleurs. Et le robot, il n'est pas tout seul. Dans son environnement, il y a aussi éventuellement d'autres robots, mais aussi des êtres humains. Donc, il doit être capable aussi de communiquer. Communiquer, interagir, c'est une fonction cognitive qui est essentielle. Voici les 5 grandes fonctions qu'on essaie d'étudier, d'intégrer, de réaliser d'une manière à mettre cela en œuvre sur une machine physique qui agit dans un environnement réel. Et ce sont ces 5 fonctions plus ou moins développées, plus ou moins avancées, qu'on va retrouver dans les différents robots qui sont aujourd'hui des robots expérimentaux, surtout des robots de laboratoire. Relativement peu, j'en parlerai à la fin, relativement peu de robots dans les applications réelles. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà vu un robot ou ont approché un robot qui ne soit pas un robot expérimental. Personne. Et pourtant, ils existent, comme on va le voir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un robot d'abord? Avant de voir comment on réalise ces fonctionnalités, essayons de regarder de plus près comment est construit un robot. Qu'est-ce qu'il contient finalement? Alors, la première chose qu'on voit, c'est les moyens d'action, de locomotion. Donc, quelle que soit la forme du robot, il y a ici 3 formes, par exemple, un robot dit humanoïde, qui marche donc sur 2 pattes, qui est bipède, et des robots à roues. Donc, dans tous les cas, on a des moyens de locomotion, que ce soit donc les jambes ici, les pattes qui contiennent des moteurs pour se déplacer, ou bien les roues qui sont elles aussi pilotées par des moteurs. Ici, elles sont masquées, mais le robot doit pouvoir se déplacer dans son environnement. La première fonction essentielle de l'action. Mais le déplacement n'est pas le seul aspect de l'action. Il y a aussi éventuellement la manipulation. Le robot se déplace pour faire quelque chose. Donc, il peut posséder le moyen de manipuler un bras ou 2 bras, avec à l'extrémité des pinces, des moyens de préhension. Et ces moyens de préhension, ces pinces, sont très élémentaires. Rien de comparable à la main humaine, avec ses 23 degrés de liberté,
Donc, pour le moment, aujourd'hui, la réalisation d'un bras articulé avec des moyens de manipulation aussi dextres, on dit aussi adroits que la main humaine, est encore un objectif lointain, même s'il y a quelques résultats, quelques essais. Alors, voici donc les moyens d'action. Ensuite, il y a les moyens de perception. On a parlé de perception comme fonction essentielle. Alors, les moyens de perception, d'une manière relativement naturelle, on pense, nous, à des moyens de perception qui sont ceux qu'on utilise, c'est-à-dire la vision. Effectivement, les robots sont dotés de caméras qui peuvent être nombreuses. Il n'y en a pas forcément deux, comme nos deux yeux. Sur ce robot, par exemple, ici, il y a 2 caméras, mais ici, il y en a 4. Ici, une paire, et ici, une autre paire, positionnées de manière qui peut nous sembler assez étrange en bout de bras, mais effectivement, ça peut aider le robot à voir de près ce qu'il est en train de manipuler. Ici, une caméra orientable pour détecter les personnes qui entourent le robot. D'autres moyens de perception qui sont là aussi naturels pour nous, c'est le son. Effectivement, on peut avoir un microphone, comme ici, pour essayer d'analyser la voix d'un locuteur. Mais le son, c'est celui qu'on entend. Il a aussi une autre composante, c'est celui qu'on n'entend pas, c'est-à-dire les ultrasons. Et les robots utilisent des capteurs à ultrasons, comme les chauves-souris, mais moins perfectionnés que les chauves-souris, toutefois, pour détecter des distances, et non pas pour écouter la parole. Donc un autre moyen de perception qu'on retrouve dans la nature, mais qui est utilisé de manière un peu différente. Et un moyen de perception, lui, complètement issu de la technologie, il n'existe pas dans la nature. L'appareil que vous voyez ici, qui est un télémètre laser, c'est exactement le même principe que mon pointeur laser que vous voyez ici. Donc ça émet un rayon laser avec un moyen de déflexion, c'est-à-dire que le rayon tourne dans un plan, et la réflexion de ce rayon sur les obstacles, sur les objets, donc est perçue par l'appareil, qui mesure le temps de vol, connaissant la vitesse de la lumière, ou le déphasage, selon un autre principe, et permet donc cet appareil de mesurer une distance. Donc les robots ne sont pas obligés d'utiliser exactement les mêmes capteurs que nous. Ils ont des capteurs aussi tout à fait différents qui n'existent pas dans la nature. Pour interagir avec les humains, par exemple, ils peuvent aussi synthétiser la parole ou présenter des informations, comme par exemple ici sur un écran, qui est une manière naturelle pour nous de voir, de visualiser une information de la part du robot. Cet écran peut être aussi un écran tactile, ce qui fait, comme vous le savez, un moyen d'interaction avec lui. Donc, moyens de communication qui peuvent prendre des formes diverses, dont sont équipés les robots. Voilà les différentes composantes. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose? Bien sûr, il manque, au-delà des capteurs, au-delà des moyens d'action, il manque, eh bien, d'abord, l'énergie. Les robots, la plupart des robots fonctionnent avec des batteries, donc ce sont des robots électriques, et c'est un problème qui n'est pas négligeable, parce que d'une part, ça augmente leur poids. Les batteries sont des batteries qui sont relativement lourdes, et d'autre part, ça limite considérablement leur autonomie en termes de temps d'opération. C'est-à-dire que ces robots fonctionnent au mieux 2 ou 3 heures avant d'être obligés de s'arrêter pour se recharger. Donc il y a là un point essentiel qui n'a rien à voir avec le robot en tant que tel ou la robotique en tant que telle, mais qui est lié finalement à la source d'énergie qui est essentielle et qui est un problème relativement général. Qu'est-ce qui manque encore? Il manque les différentes capacités de décision, de calcul, les programmes qui vont mettre en œuvre les fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, de perception, de communication, etc. Tout cela, ce n'est pas matériel, ça ne se voit pas. C'est sur des calculateurs embarqués sur les robots, donc des microprocesseurs, qui donc vont tourner les programmes
comme les microprocesseurs qui sont sur mon ordinateur ici, qui vont faire tourner les programmes, qui vont réaliser ces différentes fonctions. Donc voici de quoi est fait un robot. Dans Star Wars, eh bien, c'est pareil. On voit aussi vraisemblablement qu'il y a des caméras. Les robots parlent, en particulier C3PO. Il a un haut-parleur, il a un microphone, il a des moyens d'action, un bras avec une pince. Ils ont des moyens de déplacement, des pattes et des roues. Donc, on retrouve un peu les mêmes fonctions. Évidemment, les scénaristes n'ont pas imaginé beaucoup plus, n'ont pas imaginé non plus forcément des moyens de perception un peu avancés, un peu étranges, disons, comme nous utilisons même aujourd'hui avec le télémètre laser. Alors, essayons de voir d'un peu plus près maintenant ces différentes fonctions de perception, de déplacement, d'action, de décision, de communication et d'apprentissage. Un petit flash sur ces différentes fonctions. Alors, tout d'abord, on voit ici, dans cet extrait, les robots qui sont en train de se déplacer pour... dans un... Il faut que je me repose ou je vais tomber en pièces. J'ai les articulations frigorifiées. Comme ce désert est sinistre. Et où vas-tu comme ça? Pas question que j'aille par là. Il y a trop de rochers. De ce côté, c'est plus facile. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un village là-bas? Ah non, pas de mots techniques. Alors, ils sont en train de se déplacer dans un désert. Ici, ici, le déplacement, il était dans un canyon, dans un endroit avec des rochers. Donc, les robots qui se déplacent dans Star Wars ont des structures de locomotion qui leur permettent de finalement se déplacer sur des terrains tout à fait différents, tout à fait naturels. Ce n'est pas certain que les réalisateurs du film avaient bien pensé justement à cette structure de locomotion. Comme vous avez vu, R2-D2 a une structure de locomotion avec 3 pattes et des roues dessous, qui n'est pas très adaptée au déplacement dans le désert, ni très adaptée au déplacement dans un canyon. Néanmoins, on le voyait se déplacer. Aujourd'hui, il y a des robots. Voici un robot qui s'appelle Asimo, réalisé par Honda, qui sont capables de se déplacer, voire de courir à 6 km/h sur un terrain plat, avec une marche bipède. Et c'est une marche, c'est une course. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les 2 pieds du robot sont en l'air. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas toujours, à chaque instant, hein, la marche, il y a toujours un contact au moins. Et ici, il y a un instant, on va le voir, où voilà, il n'y a aucun contact avec le sol. Donc le robot est bien en train de courir. Ça, c'est aujourd'hui le seul robot qui sache faire ça. C'est un robot expérimental, développé donc par Honda au Japon. Et c'est un robot qui, grosso modo, a été développé dans l'idée de justement d'étudier cette marche et de la réaliser et d'étudier la marche bipède en particulier. Observez bien la manière dont il se déplace. Il a toujours les genoux repliés. Dans sa structure même, les genoux sont repliés. Et ça, c'est pour répondre à un problème
qui est celui de l'équilibre permanent du robot, pour répondre aussi au principe qui fait son déplacement, qui est une sorte de... En fait, le robot, quand il avance, il est en train de basculer autour d'un point qui est au milieu de la plante des pieds, et donc quand il bascule, il fait avancer l'autre pied et l'autre pied le reçoit. C'est le principe de la marche. Cependant, ce qui est réalisé aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités relativement avancées du point de vue de la marche, même si elles n'existent qu'au niveau de ce robot-là. Il est capable même de faire des slaloms. Alors ça, c'est la marche programmée. C'est-à-dire que le robot ne perçoit pas vraiment les obstacles, ne perçoit pas vraiment son environnement. Il ne fait que courir, il ne voit pas. La perception, et on le voyait tout à l'heure pour R2D2 et 3CPO, la perception est bien sûr un problème qui est essentiel pour pouvoir avancer. On n'avance pas en aveugle. Alors le problème de la perception, c'est qu'on utilise des capteurs, ceux que j'ai énoncés tout à l'heure, qui sont des capteurs imparfaits. La perception est bruitée. Voici des exemples de ce que perçoivent les robots aujourd'hui. Quand ils utilisent les télémètres laser dont j'ai parlé, c'est les traits rouges qui sont là. Alors là, vous avez un robot qui se déplace dans un couloir, en fait, et ça, ce sont les murs du couloir. Les murs sont bien droits. Et les petits traits rouges sont ce que perçoit le robot avec son capteur laser. Donc on voit bien que les traits ne suivent pas vraiment nécessairement la direction du mur. Il y a beaucoup de bruit dans les mesures. Les petits points verts que vous voyez, ce sont les mesures fournies par les capteurs à ultrasons dont j'ai parlé. Là aussi, vous voyez que même s'il y a une accumulation le long des vrais murs, il y a différents points qui sont éparpillés parce que ces mesures sont extrêmement bruitées. En bas à gauche, c'est ce que perçoit un système de stéréovision, c'est-à-dire les deux caméras du robot, quand on met les deux images en correspondance, on perçoit ici un terrain, et les différents points blancs ou les différentes zones blanches sont des zones pour lesquelles le robot ne possède aucune information parce qu'il n'y a pas la capacité de les mettre en correspondance. Et ici, s'il donc reconstruit un peu un terrain pour se déplacer dessus, ce terrain est plein de zones d'ombre, c'est-à-dire plus exactement de zones qui ne sont pas bien perçues. Donc il y a un problème réel dans la perception qui est le problème du traitement des images, de l'information, pour que ces images et ces informations soient suffisamment compréhensibles par le robot. Et le premier problème, donc, c'est ce bruit. Et d'autre part, quand le robot se déplace, ici par exemple dans un environnement où il y a des couloirs, des salles, etc., il peut aussi utiliser un moyen pour se localiser, pour savoir où il se trouve, qui est simplement, par exemple, compter le nombre de pas ou compter le nombre de roues qu'il effectue. Comme une voiture, vous avez un compteur. Ou bien utiliser ce qu'on appelle une centrale inertielle, c'est-à-dire des moyens de mesure de l'accélération qui lui permet de mesurer donc sa vitesse et aussi sa position. Ces moyens de mesure, qui sont des moyens, on dit proprioceptifs, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que les mesures elles-mêmes et pas l'environnement, dérivent avec le temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on se déplace, il y a des erreurs qui s'accumulent dans la mesure. Et c'est ce qu'on voit ici, par exemple la trajectoire qui est en vert, c'est la véritable trajectoire de déplacement du robot, alors que celle qui est en bleu, que vous voyez bouclée comme ça, est celle qu'il a mesurée. Donc au bout de quelques dizaines de mètres, il est complètement perdu parce qu'il se croit ici, alors qu'il a fait un tour, en fait, il est revenu à sa position initiale. Donc ce problème de la perception est un problème très important. Alors, comment traiter ces différentes connaissances, ces différentes données de la perception pour aboutir à des représentations qui sont cohérentes, qui lui permettent d'agir? Eh bien, on fait des approximations. Par exemple, ici, vous avez un robot qui perçoit avec ce télémètre laser dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'ai dit que ces perceptions étaient bruitées, c'est-à-dire que ces différents points de mesure ne sont pas tous sur les murs. Eh bien, on essaye d'approximer
ces points de mesure, par exemple ici avec des segments de droite, pour obtenir une sorte de perception locale de l'environnement du robot qui soit à peu près correcte. Et c'est la connaissance que le robot a. Et elle est beaucoup moins précise que celle que nos capacités de perception et d'interprétation à nous, humains, nous permettent de donner. Nos capacités sont beaucoup plus avancées et surtout notre cerveau est beaucoup plus avancé pour pouvoir traiter ces données et les mettre en correspondance. Donc il ne faut pas oublier, dans tout ce que vous allez voir, c'est qu'il ne faut pas oublier que les robots, en fait, ont une perception relativement pauvre par rapport à celle que nous avons, nous. Ils perçoivent vraiment le monde d'une manière qui est très limitée. On fait aussi des représentations numériques, on dit approximatives. C'est-à-dire que, par exemple, ici, ça serait le robot. Pour essayer de comprendre un peu son environnement immédiat, il le divise en petites grilles. Et pour chaque grille, il va essayer de calculer en fonction de son capteur, de ses capteurs, si elle est occupée ou si elle est libre. Et comme les mesures qui lui proviennent sont des mesures imparfaites, eh bien, il ne va jamais être certain si c'est libre ou occupé. Il va mettre des probabilités d'occupation, des probabilités que cet espace soit occupé parce qu'il y a des obstacles ici. Et finalement, on peut imaginer que la fonction qui va illustrer cette occupation est une fonction de ce type-là, où il y a ici une grande probabilité d'occupation, et puis quand on va sur les bords, la probabilité d'occupation faiblit. Donc ce sont des représentations approximatives, et les robots sont obligés de raisonner d'une manière approximative, en utilisant les probabilités. Alors, je reviens sur ce déplacement dans le désert. Comment sommes-nous tombés dans ce pétrin? J'y perds mon latin. Nous sommes faits pour souffrir. Voilà notre lot. Il faut que je me repose ou je vais tomber en pièces. J'ai les articulations frigorifiées. En parenthèse, les articulations frigorifiées, c'est vraiment la moindre des choses qu'un robot ne devrait pas avoir. Les robots Spirit et Opportunity opèrent sur Mars depuis pratiquement maintenant 1 an et demi, sans avoir de problème d'articulation frigorifiée. Alors, comme ce désert est sinistre. Donc, ici, ils observent leur environnement. Et où vas-tu comme ça? Et ils décident de se déplacer dans une certaine direction. Finalement, le problème qui est posé là, c'est le problème dit de la navigation. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, ils ont atterri dans un désert comme on atterrit sur Mars, la première question qu'on se pose, c'est où suis-je? Et la deuxième question qu'on se pose, c'est comment rejoindre un objectif donné, si on ne veut pas rester sur place, bien évidemment. Donc, la première question, c'est la question de la localisation. Où suis-je? On veut se repérer, se localiser. Et par rapport à quoi on se repère et on se localise? Par rapport à son environnement, qui est perçu par les capteurs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et ensuite, comment je rejoins un objectif donné? Eh bien là, il faut décider d'un chemin et puis suivre ce chemin. Et bien sûr, pendant qu'on est en train de le suivre, il peut être modifié parce qu'on ne le connaît pas parfaitement à l'avance. Donc il y a des problèmes de décision, de planification du mouvement, d'exécution du mouvement et de localisation qui se conjuguent, qui ont lieu en même temps, qui sont étroitement liés. Se localiser et savoir où aller, ce sont deux problèmes étroitement liés qui composent le problème de la navigation. Ce problème, on sait à peu près le résoudre. Par exemple, ici, c'est une animation de ce qui se passe sur Mars, avec Spirit et Opportunity, justement. Où le robot, avec une structure de locomotion tout à fait différente et mieux adaptée que R2D2, au sol désertique jonché de cailloux et de rochers sur Mars, a des fonctions qui lui permettent d'avancer de quelques mètres, éviter les obstacles, les contourner donc pour se positionner, par exemple à côté d'un rocher, pour faire une analyse. Comment est-ce que ces fonctions sont-elles réalisées? Alors,
On va le voir ici à travers une illustration d'un travail. Donc là, c'est sur Terre. C'est un travail qui a eu lieu dans mon laboratoire depuis quelques années pour justement travailler sur l'exploration planétaire, l'exploration de Mars. Donc déjà, la structure de locomotion, je ne sais pas si on peut baisser un peu la lumière, parce que l'éclairage de la vidéo n'est pas très bon. Le déplacement donc, se fait dans un environnement qui est un environnement a priori inconnu, où on veut aller quelque part, on a un objectif. Le robot possède des caméras qui lui permettent de visualiser le sol, donc de savoir où est-ce qu'il y a des obstacles. Et il y a ici, donc vous voyez, les obstacles sont un peu en rouge. C'est une probabilité de présence d'obstacles, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le robot produit des trajectoires qu'il essaye de suivre, qui le rapprochent de son objectif, en choisissant la trajectoire la plus appropriée, c'est-à-dire celle qui évite localement les obstacles et qui le rapproche de son objectif. Chemin faisant, il construit un modèle, une représentation de son environnement, de son terrain, avec les zones rouges qui sont les obstacles, les zones vertes qui sont les sols navigables, le sol plat. Et voici ce que le robot perçoit quand il se déplace, avec les différentes trajectoires qu'il est en train de calculer, et finalement celle qu'il sélectionne, qui est ici, qui va le rapprocher vers son objectif. Et ceci se produit donc selon un cycle, en percevant l'environnement. Quand l'environnement devient un peu plus difficile, par exemple un peu chaotique comme ici, la notion d'obstacle disparaît, il faut faire attention à la stabilité du robot. On a un autre type de représentation, qu'on appelle une carte d'élévation, dans laquelle le robot va calculer son chemin, mais aussi calculer sa stabilité en permanence pour choisir la trajectoire qui lui permette d'avancer vers son objectif tout en restant stable pour ne pas basculer. Et quand il est coincé, parce que finalement tous ces déplacements sont des déplacements locaux. Quand il est coincé, ici, il y a un obstacle, eh bien, il faut avoir une vision plus globale, une perception plus globale. Et cette perception est donnée par la carte, justement, qu'il a construite, et ces zones rouges qui sont les zones qui ne sont pas accessibles. Pour pouvoir les éviter, le robot les grossit pendant qu'il se réduit lui-même par calcul à un point. Les obstacles qui l'entourent, bien sûr, ont un certain volume, mais lui aussi a un certain volume. Donc, pour essayer d'appréhender le volume des obstacles et le volume du robot en même temps, il y a une grande difficulté. Et on résout ça en grossissant les obstacles par la demi-taille du robot. Et ce faisant, on réduit la taille du robot à un point. Et le problème à ce moment-là est beaucoup plus simple parce qu'il s'agit de calculer la trajectoire d'un point dans un espace encombré plutôt que la trajectoire d'un objet qui est relativement complexe dans le même espace encombré. Et finalement, donc, le robot ayant calculé une trajectoire, là, il a décidé à plus long terme, il ne fait pas que éviter localement les obstacles, il peut exécuter cette trajectoire et se déplacer pour rejoindre son but. Et ceci, en fait, est limité par la partie de l'environnement qu'il connaît. Après, il va réitérer ce processus pour modéliser une nouvelle partie de l'environnement. Et pendant qu'il se déplace, il peut se localiser relativement à son environnement. C'est ce qu'on voit ici, avec le mouvement relatif, finalement, du terrain lui permet de connaître sa vitesse par rapport à ce terrain. Dans un espace un peu plus simple du point de vue du terrain, mais plus complexe du point de vue de l'environnement, on a le même problème, où il s'agit aussi de se déplacer en comprenant son espace. Et ici, la modélisation de l'environnement, qui tout à l'heure disons, contentait de modéliser le terrain, doit aussi modéliser les parois, les murs, les objets qui entourent le robot. Et ceci en utilisant tous ces moyens de perception, la vision, tout comme le fameux télémètre laser que j'ai évoqué tout à l'heure, pour produire ici une carte de l'environnement et s'y déplacer. Donc ça, c'est la représentation finalement avec les approximations et les différentes représentations qui ont été construites au fur et à mesure du déplacement du robot. C'est le modèle qu'il possède de cet espace avec des couloirs, des pièces, etc. Il n'est pas parfait, il n'est pas aussi élaboré que celui que nous avons, mais il lui permet de naviguer, c'est-à-dire de se déplacer, de se localiser
et de se rendre donc finalement vers son objectif. Pour éviter les obstacles, on a vu tout à l'heure le robot sur le terrain accidenté, éviter les obstacles, mais dans un environnement qui est un environnement encombré, comme ici, l'évitement d'obstacles est un problème qui devient beaucoup plus aigu. On utilise le même principe à peu près que celui que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire on essaye toujours d'une certaine manière de grossir les objets et de réduire le robot à un point. Mais là, le robot, donc, il a une forme très particulière, c'est un robot humanoïde en plus, et il tient un bâton. Donc le réduire à un point, ce n'est pas si trivial que ça. Et en fait, le robot ici est en train de raisonner dans un espace qui n'est pas du tout l'espace dans lequel nous raisonnons quand nous voulons éviter des obstacles et nous déplacer. C'est l'espace de ces différents moyens, de ces différentes coordonnées, on dit, de ces différents moyens d'action. Ce robot, en fait, possède 30 degrés de liberté, on appelle ça. L'homme possède une centaine de degrés de liberté. Chaque fois que je bouge un doigt, par exemple, ici, j'ai 3 degrés de liberté. Donc, l'objet robot, dans un espace qui contient donc, 30 paramètres, est un point. Chaque paramètre détermine la position de l'une de ces articulations. C'est dans cet espace-là qu'il résonne, dans cet espace à 30 dimensions, et non pas dans l'espace à 3 dimensions, qui est l'espace dans lequel nous vivons, enfin, sans parler du temps, et qui est l'espace dans lequel il se meut en réalité. Donc, même si vous voyez le robot ici se déplacer dans l'espace euclidien, dans l'espace cartésien à 3 dimensions, en réalité, lui, il a calculé sa trajectoire en faisant des calculs dans un espace à 30 dimensions. Donc, c'est un calcul relativement complexe qui, après avoir donc, utilisé le modèle de l'environnement qui est perçu par les capteurs, doit produire une trajectoire évitant les différents obstacles. Et ceci est exactement le même principe, quelle que soit la forme du robot. Ici, un autre type de robot qui a une remorque. Donc, c'est un robot qui se déplace en tirant ou en poussant une remorque. Là aussi, pour effectuer par exemple un parking automatique, on voit ici son capteur laser qui détecte les obstacles. Lui aussi, il est en train de faire exactement le même type de calcul, sauf que là, le nombre de degrés de liberté est moindre. Il est finalement, parce qu'il a la remorque et le déplacement du robot, donc il est de 5. Et le robot calcule le déplacement dans cet espace-là. Donc d'une manière à éviter les obstacles et à effectuer sa trajectoire. Parlons encore maintenant de la perception, mais pour voir des capacités un peu plus élaborées, plus cognitives. Reconnaître des objets. Il s'agit plus de se déplacer, mais de comprendre son environnement. Ici, on montre des objets au robot et il les perçoit avec donc la stéréovision ou avec donc ses moyens de perception et il les modélise. Donc là, c'est la silhouette humaine qu'il voit, mais les différents objets sont perçus, modélisés en 3 dimensions, avec donc des approximations. Ensuite, voilà la représentation, avec des approximations des points de mesure tridimensionnels que finalement le robot a mesuré avec ses capteurs, comme la stéréovision pour le relief, qui lui permet ensuite de les manipuler. Ces objets, il faut qu'ils le reconnaissent après. Donc ici, on a une fonctionnalité de reconnaissance d'objets. Il ne s'agit pas simplement de les suivre, mais évidemment, quand ils disparaissent et qu'ils réapparaissent, il s'agit effectivement de les reconnaître. Donc, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire d'avoir finalement un modèle de ces objets qui a été construit pour pouvoir, quand on les perçoit de nouveau, les reconnaître. Ce modèle s'appuie sur ce qu'on appelle des représentations qui peuvent prendre différentes formes. On utilise par exemple des représentations neuronales, un peu inspirées des systèmes vivants, bien sûr. On utilise aussi d'autres types de représentations géométriques qui permettent d'avoir un modèle tridimensionnel, comme j'ai montré tout à l'heure,
qui permettent de prendre l'objet parce qu'on a véritablement son volume et sa taille. Ces différentes représentations doivent être construites d'une manière cohérente pour pouvoir reconnaître les objets, donc avoir traité les problèmes d'incertitude que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais si on parle maintenant de la communication, on va utiliser les moyens de perception aussi pour détecter, reconnaître, suivre les humains. Suivre les humains, détecter les humains, c'est par exemple suivre et détecter leurs gestes. C'est un moyen de communication, comme vous le voyez en ce moment même. Donc la perception par exemple de la main humaine ici, et de la forme qu'elle prend pour interpréter le geste qu'effectue la main humaine, est un moyen de communication qui peut être utilisé avec le robot, et ici donc avec le suivi du contour de la main pour la reconnaissance du geste que la main montre. Ceci exige une modélisation, par exemple ici tridimensionnelle, de la main. Le visage est une composante évidemment essentielle des êtres humains, donc suivre les visages, déjà détecter et suivre les visages, c'est un point important. Vous voyez ici, sur ces deux illustrations, le robot en train de détecter et suivre des visages, ici aussi. Il peut même effectuer certaines mesures sur les personnes qu'il perçoit, par exemple leur hauteur. Il peut éventuellement les reconnaître en fonction de leur taille, même si, bien sûr, là, il peut se tromper considérablement parce qu'il y a plusieurs personnes de même taille. Mais ce qui est essentiel, c'est la détection, le suivi du visage. Cette détection du visage est un premier pas. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que le robot puisse reconnaître, pas seulement détecter et suivre, ce n'est pas savoir simplement « ah tiens, un visage », mais aussi savoir de qui il s'agit. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile, on ne sait pas le faire aujourd'hui, d'une manière qui soit effectivement fiable et qui soit vraiment opérationnelle. On sait, comme vous le voyez là, le faire dans un environnement de laboratoire qui est un peu, bien sûr, simplifié. En particulier, donc, l'apprentissage, ici, c'est comme celui de l'apprentissage des objets tout à l'heure. Le robot perçoit le visage, il le modélise avec un certain nombre de paramètres, de couleurs, par exemple, de forme, la position des yeux, en particulier le triptyque yeux et bouche, est un caractéristique essentielle des visages. En fonction donc des mesures effectuées, il peut reconnaître ces visages-là. Bien sûr, s'il y a un nombre important de personnes à reconnaître, là aussi on va avoir une limitation parce que ça devient un problème très complexe. Donc, au-delà de la reconnaissance des visages, on est intéressé aussi par la reconnaissance des expressions. C'est un moyen de communication. Donc, par exemple, ici, l'étonnement ou le fait qu'on sourit. Ça aussi, ça peut être appris, donc de la même manière qu'on a appris les objets, par la modélisation avec les mêmes techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure. L'apprentissage. Ce qu'on voit ici, c'est un robot qui s'appelle Léo, au MIT, qui est en train d'apprendre une tâche relativement simple qui consiste à allumer des lumières, ici, en appuyant sur des boutons. Donc, initialement, le robot ne sait pas qu'est-ce que ça signifie d'allumer les deux boutons. Il sait en allumer un. Et c'est sous le guidage de la personne qu'elle va, donc cette personne, lui dire qu'il a réussi ou qu'il n'a pas réussi une tâche. Donc, si la tâche est d'allumer les deux boutons, alors que le robot ne sait qu'allumer un seul bouton, il est en train de généraliser et lui montre qu'est-ce que ça veut dire allumer les deux. Et le robot doit répéter, doit imiter cette action pour finalement allumer les deux boutons. Et ici, il y a véritablement une relation de
de tuteur hein, entre la personne et le robot, c'est-à-dire que le robot va essayer la tâche comme il l'a interprétée. Lui, il a déterminé que c'était qu'il fallait, par exemple, parce qu'il peut avoir des ambiguïtés. Hein. Il s'agit d'appuyer sur l'un des champignons, puis sur l'autre. Mais peut-être que l'ordre n'a pas d'importance. Ou bien il en a. Donc il y a ici un certain nombre d'ambiguïtés que l'interaction avec les personnes peut réaliser. Alors quelle est la technique de base de l'apprentissage finalement? Comment est-ce qu'on va faire apprendre au robot? Eh bien, c'est un peu la bonne vieille technique de la carotte et du bâton. C'est-à-dire qu'on donne une récompense quand il réussit et une punition quand il ne réussit pas. Et il est capable de généraliser, comme vous le voyez ici, pour bien montrer que l'apprentissage n'est pas justement limité à 2 objets, il est capable de généraliser pour 3 objets, c'est-à-dire un 3e bouton. Donc, les techniques qui sont utilisées, on appelle ça de l'apprentissage par renforcement. On renforce donc les réponses qui ont amené un bon résultat et on punit les réponses qui ont amené à un mauvais résultat. La difficulté, bien sûr, c'est que l'action qu'on effectue à un moment donné peut avoir des conséquences beaucoup plus tard, qui sont positives ou négatives. Donc, comment anticiper la récompense qui doit être donnée, elle, immédiatement, la récompense à une action donnée. Vous imaginez dans un autre contexte, par exemple, dans un jeu d'échecs, ce n'est qu'à la fin de la partie que vous avez gagné ou perdu. Comment savoir si tel ou tel mouvement était bon ou mauvais, alors qu'on est au début ou au milieu de la partie. Donc, en fait, il faut anticiper les résultats de l'action et les récompenses que cette action peut amener. Et ça, c'est toute la difficulté, justement, de l'apprentissage et des techniques d'apprentissage utilisées, qui, dans ce cas, sont différentes d'un autre type d'apprentissage, parce que ce terme, finalement, apprentissage, a plusieurs significations. Donc, c'est différent de l'apprentissage au sens acquérir une connaissance. Il s'agit vraiment d'apprendre une tâche, apprendre à faire quelque chose. Et il ne s'agit pas de classifier finalement, simplement à partir d'exemples. Juste une petite interrogation sur la manière dont, non pas les robots nous perçoivent, mais dont nous percevons les robots. Et en particulier, comment ils peuvent exprimer leurs intentions ou leurs émotions. Alors, vous avez tous vu ce robot qui, finalement, a toujours la même expression. Ce qui change, ce qui peut changer, c'est, pour l'essentiel, le diamètre des yeux. Mais au niveau des expressions, le robot ne sourit pas, il ne produit pas donc des expressions intelligibles comme chez nous, comme chez les humains. Cependant, si vous avez regardé les films, vous avez tendance quand même à projeter sur le robot des émotions. Par exemple, là, vous avez l'impression qu'il est surpris, qu'il regarde en se demandant qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y a une attitude. Donc l'attitude est aussi un moyen de communication. Le robot peut utiliser une attitude pour exprimer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ressent cette émotion, bien sûr. Elle n'est pas comparable à ce que nous ressentons. Les machines n'ont pas d'émotion. Mais ils peuvent les émuler, ils peuvent faire semblant, en quelque sorte, pour communiquer avec nous, pour que nous soyons capables d'interpréter finalement une information qu'ils veulent nous véhiculer. Et c'est un exemple ici, une réalisation à l'université d'Osaka, où ce robot, qui a une forme humanoïde mais qui ne se déplace pas, il est assis, donc c'est un ensemble mécanique, avec une peau qui permet donc de lui donner une allure humaine. Et d'ailleurs, le modèle qui a été pris là, c'est une speakerine de télévision japonaise qui a prêté un peu
son visage d'une certaine manière ou son modèle. Et donc il y a beaucoup de moteurs, il y a aussi de l'air qui est insufflé, donc c'est un peu pneumatique, pour essayer d'exprimer des expressions, des émotions. Et dans le geste, mais aussi dans la manière dont le visage se déplace, dans la manière dont le visage s'articule, vous avez tendance à projeter des émotions ou des sentiments sur le robot, sur la machine, qui, de nouveau, je le dis, elle n'en ressent aucune. Ce point est un point important. La projection sur l'autre est un piège dans lequel on tombe souvent. Et pour les robots en particulier, et en particulier pour les robots qui ont une forme humanoïde, on a tendance à projeter sur eux des fonctions humaines alors qu'ils ne les possèdent pas. Donc ce n'est pas parce que le robot possède une forme humaine qu'il pense, qu'il réagit, qu'il agit comme les humains. Donc attention, hein, je vous mets en garde, les robots, il faut les considérer comme des machines, il ne faut pas projeter dessus ce que leur forme peut vous inspirer. Et justement, ici, ce n'est pas une forme humaine du tout, c'est une forme de chat, cette réalisation de Philips qui s'appelle iCat, dont le but, justement, c'est d'être un outil d'interaction avec les humains et d'exprimer, pour n'importe quel... c'est une interface, finalement, hein, au lieu d'avoir une télécommande ou une visualisation sur un écran, vous pouvez avoir cet appareil qui exprime un peu des sentiments, ce que vous pouvez interpréter comme étant des sentiments pour interagir avec lui. Alors, pour conclure un peu, essayons de faire un tour d'horizon un peu rapide à travers des réalisations qui existent aujourd'hui de robots dans des laboratoires ou à l'extérieur de laboratoires qui sont aujourd'hui dans les applications ou qui seront bientôt dans les applications que nous verrons bientôt autour de nous, donc dans notre monde réel. Alors, déjà, on a vu des robots dans l'espace. On ne les a pas vus, on les a envoyés, mais éventuellement, on les a vus, puisque ici, c'est Sojourner sur Mars en 1997. Là, il y a des robots, effectivement, même si leur capacité d'autonomie est très limitée, ils ne font que se déplacer sur des distances relativement limitées, mais avec les techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure, hein, on a montré comment un robot peut se déplacer, éviter des obstacles, aboutir à un point donné. Donc, ces robots existent. Et d'autres ont été des robots expérimentaux, et celui-ci, qui s'appelle le Robonaut, est développé par la NASA vous voyez qu'il a forme humanoïde, mais c'est juste un torse avec les deux bras. Et l'objectif ici, c'est d'avoir ce robot qui aide les astronautes, par exemple pour des tâches de réparation ou de maintenance de la station spatiale en extérieur. Donc bien sûr, lui, il ne craint pas le froid, contrairement à C3PO, et il n'a pas besoin de respirer non plus. Donc il peut être là pour aider l'astronaute à faire des tâches de maintenance sur la station spatiale. Ou bien, dans le futur, on peut voir un robot comme celui-ci, comme Spirit ou Opportunity, mais avec par-dessus cette forme-là, et qui coopère avec les astronautes qui seront envoyés pour explorer les planètes. Les robots sont aussi utiles pour travailler, donc, par exemple ici, dans des applications agricoles. Ce sont des robots qui ont une forme tout à fait inhabituelle pour des robots, mais tout à fait classique pour des travaux agricoles, une moissonneuse-batteuse ou un tracteur. On peut les robotiser, c'est-à-dire leur donner des moyens de perception de leur terrain et de déplacement, ici d'une manière systématique pour la moissonneuse-batteuse par exemple, ou pour le tracteur pour faire de l'arrosage. Donc c'est relativement simple, mais ce sont les techniques issues de la robotique qui peuvent disons, mettre en place ces applications.
Alors, ce ne sont pas des applications qui sont aujourd'hui forcément dans les champs. On sait les faire, mais bien sûr, pour les mettre dans les champs, il faut aussi que ce soit rentable, que ce soit voulu, que les champs soient suffisamment grands, comme aux États-Unis en particulier, pour que ce soit intéressant. Donc on ne les voit pas nécessairement, mais on sait faire ça. Ou bien des robots pour le nettoyage industriel. Là aussi, ces techniques de déplacement dans un environnement en le modélisant, en évitant les obstacles, etc. On peut les mettre en place pour des robots, pour faire du nettoyage de grandes surfaces, par exemple, qui nécessitent donc du temps et qui peuvent avoir des nécessités au niveau de des compagnies de nettoyage. Mais on peut aussi, et c'est en train de se mettre en place, et ça a été utilisé, utiliser des robots pour intervenir dans des situations un peu particulières, en cas de catastrophe par exemple. Alors, ça c'est un robot qui s'appelle Pioneer, qui est un robot américain qui a été utilisé dans le cas d'accidents nucléaires, en particulier donc Tchernobyl ou Three Mile Island. Ce sont des robots qui n'ont pas de grande capacité d'autonomie, comme on l'a vu tout à l'heure, mais évidemment, comme l'environnement est radioactif, on ne veut pas envoyer des humains. Donc on peut envoyer des robots pour déblayer, pour envoyer des informations, même s'ils sont pour partie téléopérés. Mais cependant, ce sont les fonctionnalités robotiques. Ici, c'est l'application du déminage. Et en particulier le déminage humanitaire, même si cette illustration est plutôt pour du déminage militaire. Ce sont des applications dangereuses pour les hommes, et les robots peuvent être utilisés pour ça. Et on sait donc aujourd'hui utiliser un certain nombre de techniques de robotique pour traiter de manière autonome le problème du déminage, plus particulièrement de la détection, pas forcément de l'extraction des mines, sauf ici où on se contente de les faire exploser, mais dans des champs relativement petits et pour les mines antipersonnelles, on veut les extraire. Et finalement, l'intervention, c'est aussi l'intervention en cas de catastrophe, qu'elle soit faite par les hommes ou qu'elle soit naturelle. Par exemple, les tremblements de terre ou, comme vous le voyez ici sur cette illustration, des robots qui ont été utilisés, testés dans le World Trade Center après l'effondrement pour le 11 septembre pour essayer de voir quelle fonctionnalité on peut avoir. Donc il y a beaucoup d'études sur les robots de recherche et de secours qui peuvent être envoyés dans des environnements dangereux pour les hommes ou très déstructurés parce qu'ils se sont effondrés après un tremblement de terre, par exemple. Alors, on peut aussi, et ça existe déjà, utiliser les robots pour la guerre. Que ce soit pour la surveillance, donc ce qu'on appelle les drones, c'est-à-dire des avions, des robots qui sont volants, qui sont essentiellement utilisés pour l'observation, mais qui sont aussi armés et qui peuvent être utilisés pour effectivement envoyer des missiles, par exemple. Pour le moment, la décision de feu est humaine, c'est-à-dire c'est l'homme qui décide à distance de tirer, mais il y a des doctrines militaires qui évoluent pour que les robots soient aussi dotés de l'autonomie de la décision pour tirer. Et c'est le cas ici pour des robots qui sont actuellement étudiés et déployés en Afghanistan et en Irak par les Américains. Mais on conçoit aussi le robot comme aide aux militaires pour le transport, comme vous le voyez là, où ils se déplacent avec eux pour finalement en quelque sorte les militaires voyagent légers ou se déplacent légers et que les différentes charges qu'ils doivent transporter soient transportées par le robot qui les accompagne et qui les suit d'une manière autonome. Et bien sûr, dans le monde où nous vivons, les applications militaires sont des applications qui qui connaissent actuellement un développement assez important.
Mais il y a d'autres applications qui sont plus peut-être socialement utiles. La robotique pour la chirurgie. Aujourd'hui, on utilise, c'est en opération, on utilise des robots pour effectuer des actes de chirurgie. On appelle ça de la chirurgie minimum invasive. Au lieu d'ouvrir le patient, on fait simplement 3 trous et on introduit par les trous, ici, une caméra et 2 pinces qui permettent au chirurgien d'opérer en regardant un écran. Et l'écran présente ce que voit la caméra. Donc ce n'est pas vraiment un robot avec des capacités d'autonomie, de décision, d'action. C'est simplement un moyen qui permet au chirurgien d'avoir, si on peut dire, la main plus sûre. Le robot va aider le geste chirurgical, il ne va pas le remplacer, pas encore du moins. Il va l'aider, il va permettre donc au chirurgien de se fatiguer moins et d'avoir un geste beaucoup plus précis pour effectuer les opérations. Mais donc c'est pour ça qu'ici on a une illustration, qui est une animation. On travaille aussi sur des problèmes de chirurgie où c'est le robot qui effectue l'opération, et en particulier sur des situations relativement délicates, par exemple le cœur battant. Le cœur battant qui se déplace en permanence, eh bien, c'est très difficile, bien sûr, pour un chirurgien de faire l'opération sur le cœur battant. Le robot peut faire l'opération, enfin le chirurgien peut faire l'opération à travers un robot qui compense automatiquement le déplacement du cœur, qui donc visualise et compense automatiquement le déplacement du cœur, ce qui fait que pour le chirurgien, c'est comme si le cœur était arrêté. Donc là, il y a une véritable coopération entre le robot et le chirurgien. Ce n'est pas simplement un moyen de transmission. Les robots pour assister les personnes handicapées sont aussi des études, voire pour certaines des applications qui commencent à venir, même si ça pose énormément de problèmes, y compris des problèmes d'acceptabilité. Mais les techniques de robotique permettent par exemple à un fauteuil roulant de se déplacer de manière autonome, simplement en appuyant sur un bouton, pas en déplaçant un joystick, ou des robots qui peuvent guider des personnes dans des milieux hospitaliers. Ce sont aussi des applications qui sont en train d'être développées. Et finalement, des robots chez soi, des robots pour tout un chacun, soit par exemple pour s'amuser. Vous connaissez sans doute le robot Aibo, le chien de Sony. Entre parenthèses, Sony vient d'arrêter ses activités de robotique pour se concentrer sur d'autres domaines qui sont, disons, des problèmes plus centraux à Sony, donc les problèmes les différents produits audiovisuels. Mais cette réalisation d'un chien capable de jouer avec les humains a montré qu'il était possible de réaliser des robots avec un certain nombre de capacités qui interagissent avec les humains et qui leur permettent de s'amuser. Bien sûr, le robot n'a pas grand-chose à faire de compliqué. Hein. C'est pour ça que c'est facile, d'une certaine manière. Hein. On n'est pas très exigeant vis-à-vis d'un jouet. Alors que vis-à-vis d'un robot qui doit aller sur Mars, on est beaucoup plus exigeant. Donc ce sont des robots qu'on peut avoir chez soi. Et des robots qu'on peut avoir chez soi, donc aussi, c'est le i4 de Philips dont j'ai parlé. Et surtout, celui que vous pouvez vraiment avoir chez vous aujourd'hui, vous pouvez l'acheter, c'est le robot aspirateur. Je dirais que c'est peut-être l'application la plus populaire de la robotique, en particulier ici le robot Roomba qui est vendu par une compagnie qui s'appelle iRobot, qui est l'émanation du MIT, ou bien le robot aspirateur Electrolux. Effectivement, ce sont des petites machines que vous pouvez avoir chez vous pour aspirer le sol, hein, nettoyer le sol, et qui fonctionnent pas trop mal, disons. Hein, disons qu'on peut se permettre de l'acheter pour voir au moins le Roomba, puisque sont près de quelques centaines d'euros. Mais effectivement,
produit des moyens il fait sa tâche d'aspirateur. Donc, pour bientôt, peut-être ces différentes fonctions, et en particulier ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le robot qui vient nous servir à boire. Comme le fait ici dans la guerre des étoiles, c'est 3PO. Alors, effectivement, ce qu'on voit ici a été étudié et réalisé de manière simple par un robot qui est le robot Asimo qu'on a vu tout à l'heure en train de courir, qui est développé par Honda. C'est une vidéo que vous pouvez voir sur le site de Honda. Donc là, le robot est capable de se déplacer, de marcher, en tenant un objet, en le maintenant horizontal. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement pas facile, mais dont on peut s'attendre que le robot le fasse bien. Il communique par la voix. Et il sert, bien sûr, il salue d'une manière tout à fait polie. Donc ici, ce sont des fonctions qui sont essentiellement des fonctions de déplacement. Hein. De nouveau, la perception du robot n'est pas aussi riche que celle que vous pouvez imaginer. Il n'a pas modélisé son environnement d'une manière complète, il n'a pas perçu les humains d'une manière complète. C'est simplement la possibilité de se déplacer en portant un objet et de le poser. L'interprétation, c'est toujours le problème qui reste ouvert, et la modélisation de l'environnement, ça c'est quelque chose qui viendra par la suite, pour éventuellement qu'on puisse avoir chez soi effectivement un robot qui vient, qui comprenne qu'on a envie de boire un verre, qui se déplace de manière autonome dans cet environnement, qui reconnaisse les objets, les prenne, vient nous servir, donc s'approche, interagit avec nous de manière proche, et finalement, une fois qu'il nous a servi, peut éventuellement jouer aux échecs, mais ça c'est la partie la plus facile. Voilà, je vous remercie.